Merci, Gabrielle. Merci à tout le monde d'être présent un vendredi après-midi à 4 heures. Donc, j'espère vraiment que ma présentation aujourd'hui va pouvoir ensuite informer peut-être certaines de vos pratiques. Donc, il me fait plaisir de présenter EMPAC, un programme que nous avons développé pour l'évaluation systématique des symptômes ainsi que pour leur gestion en oncologie au Québec. EMPAC est basé sur les évidences probantes qui nous dit que si nous avons une détection précoce et systématique, régulière des symptômes par l'utilisation de questionnaires courts et standardisés, et qu'ensuite nous pouvons communiquer les résultats des symptômes de façon facilement interprétable aux cliniciens, et que le dépistage est ensuite suivi d'une discussion avec les cliniciens ou peut-être de matériel ou de ressources d'autogestion, que si nous avons ces trois composantes-là, que ça peut se traduire par une amélioration du processus de soins, ça peut améliorer les effets sur la santé du patient, ça peut conduire à une meilleure gestion des symptômes et même, de plus en plus, les études documentent que ça peut améliorer la survie. De plus en plus, pour faire le dépistage des symptômes, les plateformes électroniques sont la méthode à privilégier. Au Québec, on est très chanceux. Il y a plusieurs plateformes électroniques qui sont en développement. Et c'est parce qu'ils sont, généralement, ils sont acceptés par les patients, ils ont une certaine polyvalence dans les milieux cliniques, ils peuvent facilement traduire les données qu'on recueille en format utilisable et au moment qu'ils sont utilisés, au moment qu'ils sont collectés, ils sont presque tout de suite utilisables. Et aussi la capacité de ces plateformes-là de créer des alertes cliniques et la capacité ensuite, il y a des rapports, de mettre ces rapports-là dans le dossier électronique. Donc, étant donné tous les données probantes, qu'il y a plusieurs plateformes au Québec qui sont de plus en plus disponibles, l'objectif du projet EMPAC, c'est le déploiement à grande échelle d'un programme de détection et de gestion des symptômes pour les patients atteints d'un cancer et leurs proches aidants à l'aide de plateformes électroniques. Plateforme électronique est au pluriel, car EMPAC, c'est le contenu basé sur les évidences probantes et sur ce que les cliniciens nous disent et les patients, mais on peut aller sur différentes plateformes électroniques. Le projet EMPAC, c'est 49 cliniciens, gestionnaires, chercheurs, proches aidants, patients à travers 7 centres de cancérologie au Québec et même plusieurs qui se joignent à nous au fil du temps. On a commencé en 2018, ça fait déjà 3 ans. Ça prend beaucoup de temps pour qu'on soit tous alignés, qu'on puisse vraiment développer un programme ensemble que plusieurs centres vont avoir et que ça va standardiser la détection et la gestion des symptômes. Dès le début, on a pris une approche très intégrée à l'application des connaissances en nominant à chaque centre un duo de gestionnaires et cliniciens qui est sur notre comité exécutif, comité de direction. Et eux, ensuite, ont nominé différents membres de leur équipe pour siéger sur nos groupes de travail. Donc, on avait 6 groupes de travail, un groupe pour l'éducation aux patients et l'autogestion, un groupe pour développer l'algorithme, l'implantation clinique, un groupe pédiatrique, car l'algorithme principal est pour des patients adultes, mais nous avons aussi eu le mandat de développer un algorithme pour les parents d'enfants avec un cancer. Un groupe de travail focusé sur l'évaluation, qu'on puisse bien documenter c'est quoi l'impact, c'est quoi aussi le bénéfice, le coût-bénéfice, pour vraiment savoir si ça vaut la peine après ça de l'étendre à d'autres centres, et un groupe de travail axé sur le transfert des connaissances. Donc, chacun de ces groupes de travail se sont assurés que la façon que EMPAC se développait était bien cohérent avec leurs pratiques cliniques et les orientations stratégiques de chacun de leurs centres. Donc, sur cette diapositive-là, je vous donne un survol des différentes composantes de EMPAC. Le tout commence lorsque on demande aux patients de compléter des questionnaires à l'aide de leur application mobile ou d'une tablette. Donc, en ce moment, nous avons un projet pilote au CUSUM où EMPAC est disponible sur Opal.
Et tandis qu'à St. Mary's, notre contenu, vers la fin de l'été, va être disponible sur la plateforme DART et les patients doivent utiliser une plateforme, une tablette pour cette plateforme. Une fois que les questionnaires sont complétés, un rapport est généré, facilement interprétable, non seulement pour le clinicien, mais aussi pour le patient. Dans ce rapport, tout le monde, à travers les groupes de travail, se sont entendus pour définir les symptômes comme étant légers, modérés ou graves. Et c'est cette classification-là qui détermine ensuite les soins de suivi. Ensuite, le rapport est mis dans le dossier électronique du patient. Donc, voici un survol de notre algorithme pour définir la sévérité des symptômes. Les points clés, les patients commencent par remplir ce qu'on appelle les questionnaires primaires, basés sur l'ODD, que plusieurs d'entre vous vont connaître, et aussi les recommandations canadiennes. Donc, nous avons le thermomètre de la détresse, l'échelle d'évaluation des symptômes d'Edmonton. Vous allez voir aussi qu'on a 5 symptômes additionnels, le sommeil, la constipation, la diarrhée, les problèmes de bouche et problèmes de peau qui ont été rajoutés basés sur des groupes de discussion qu'on a eus et selon le feedback que nous avons reçu de nos groupes de travail. Et nous avons aussi l'index des difficultés sociales et certains items de la liste canadienne des problèmes. Pour certains symptômes clés, tout dépendant du score sur l'échelle d'Edmonton, les patients se verront aussi donner des questionnaires secondaires. Donc, par exemple, si on prend la dépression, si le score sur l'échelle d'Edmonton est de 2 ou plus, et ce seuil a été défini selon la littérature, ça semble bas, mais pour l'échelle d'Edmonton, ça représente quand même un niveau de dépression qui requiert plus d'informations. Nous donnons le PHQ 9 et c'est le score sur le PHQ 9 qui détermine la classification de ce symptôme et les soins de suivi qui viennent avec cette classification-là. Donc, au final, on essaie vraiment que la détection des symptômes soit adaptée aux patients et selon leur seuil de sévérité. L'algorithme que je vous ai montré sur l'acétate précédente est basé évidemment sur les meilleures recommandations qu'on sait à ce moment-ci au point de vue provincial et au point de vue national, mais aussi les commentaires que nous avons reçus de nos groupes de travail et des groupes de discussion avec les cliniciens et les patients. Je vais juste brièvement présenter certaines conclusions qui ont vraiment influencé ce que vous avez vu sur les acétates précédentes. Donc, nous avons présenté aux cliniciens la liste de problèmes canadienne et aussi l'index des difficultés sociales. Et en général, l'index a été préféré à la liste canadienne des problèmes parce que c'est un choix de réponse de 4 versus un oui-non sur la liste canadienne des problèmes. Donc, nous sommes allés avec ce questionnaire-là, mais il y a juste certains items, je pense qu'il y a 4 items qui n'étaient pas couverts par l'index qu'on a toujours dans notre algorithme. Les questionnaires secondaires étaient vus comme étant nécessaires pour vraiment avoir une image plus complète de la sévérité des symptômes. Toutefois, nous disions qu'il faut faire attention à quel point on les utilise pour ne pas surcharger le patient et le clinicien également. Et les questionnaires ou le dépistage étaient vus comme étant plus utiles lorsque fait de façon longitudinale. Donc, vraiment être donné de façon régulière. Donc, on s'est mis d'accord avec les groupes de travail que les questionnaires primaires sont donnés à chaque visite que le patient a avec le clinicien nominé qui répond aux résultats. Donc, il y a toujours un clinicien qui est vraiment nominé pour réviser les résultats du dépistage qu'on fait avec EMPAC. Les symptômes additionnels que nous avons rajoutés à l'échelle d'Edmonton viennent aussi de nos groupes de discussion, comme vous pouvez voir sur cet acétate. Donc, c'est les 5 qui ont été choisis, le sommeil, la constipation, la diarrhée, problème buccal, problème de peau, parce qu'ils ont vraiment ressorti dans tous les groupes de discussion et aussi à travers les cliniciens et les patients. Notre réponse aux symptômes, pour ne pas surcharger les cliniciens, est vraiment basée sur une approche de soins par étapes, selon laquelle nous prévoyons que la majorité des patients, et on le sait, avec 5 ans de dépistage électronique dans d'autres centres, que la plupart, le 70-75% des patients vont quand même suivre les soins de suivi légers ou modérés. Et ceux-ci sont vraiment basés sur des ressources d'information et d'autogestion.
Ces ressources-là jouent vraiment un rôle central, important. Donc, ils doivent être de très haute qualité, approuvés par tous les sites, standardisés. Donc, pour ce faire, on a fait une recension au début de toutes les ressources d'information et d'autogestion pour chacun des symptômes. On a révisé 92 ressources. Plusieurs d'entre eux étaient par nos sites partenaires et certains de nos sites qui avaient déjà des excellentes ressources d'information. D'autres, on a trouvé sur le web. On les a tous évalués de façon standardisée et validée. On a fait un top 3 à 5 pour chaque ressource, pour chaque symptôme. Ensuite, une de nos équipes dirigée par une patiente partenaire qui avait beaucoup d'expérience à faire ce genre de travaux, ont révisé les ressources et ensuite ont développé des feuillets d'autogestion pour chaque symptôme. Ensuite, ce feuillet-là a été approuvé par notre groupe de travail d'éducation et approuvé par le plus grand nombre de sites possibles. Ces ressources sont disponibles sur notre site web en français et en anglais. Les feuillets ont été développés pour qu'ils soient facilement digérés et ont été conçus de manière à ce que les patients peuvent choisir la quantité d'informations qu'ils souhaitent. Je pense que c'est des enjeux qui ont été révélés par la présentation précédente et par plusieurs de nos études aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été développés de cette façon-là. Les stratégies d'autogestion sont détaillées vraiment étape par étape afin de faciliter leur mise en œuvre au quotidien pour les patients. Ce projet-là se veut vraiment un projet d'implantation et donc la pérennité du projet a été vraiment mise de l'avant-plan dès le début avec nos groupes de travail, mais aussi dans notre choix du nombre optimal de symptômes et des questionnaires. Donc, par exemple, au début, on ne pensait pas utiliser le thermomètre de la détresse, mais vu qu'il était utilisé dans plusieurs centres et que ces centres-là voulaient le garder, donc on l'a intégré à l'algorithme. Aussi, pour identifier les défis et les opportunités d'implantation, on a eu un questionnaire qu'on a envoyé aux gestionnaires et aux cliniciens au début du projet et tout de suite commencé à penser quel genre de solution qu'on peut mettre en place. On a aussi intégré le dépistage dans le continuum de soins. Donc, au début, on a regardé, bon, c'est quoi le flux de travail, c'est quoi, où qu'on pourrait intégrer le dépistage, adapter aussi certains aspects. L'algorithme n'est pas pareil nécessairement à tous les sites. Ça dépend de la plateforme, ça dépend aussi des équipes qui sont présentes. Donc, il y a quand même une flexibilité parce qu'on veut quand même qu'il y ait un certain dépistage qui soit fait. Comment s'assurer de la confidentialité et de la sécurité des données recueillies. C'est sûr que ça relève plus de la plateforme qui est choisie, mais on s'assure quand même que ça a été fait. On a soutenu certains coûts initiaux et on soutient toujours certains coûts initiaux pour aider à l'intégration du dépistage. On a développé aussi des formations pour les cliniciens et les patients. Et aussi, une fois implanté, on est toujours en projet pilote que justement je vais vous présenter à la diapo suivante. Lorsqu'on sera en implantation, on a quand même vraiment un plan d'évaluation très, très détaillé qui inclut aussi une évaluation économique. Donc, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être l'autre d'après, je pourrais vous présenter ces résultats-là, mais justement pour qu'on puisse vraiment démontrer la plus-value quand même d'investir dans ce genre de projet. Donc, en ce moment, on est en projet pilote. On est en départ depuis 2017, mais tout standardisé, s'assurer que tout le monde est d'accord. C'est sûr que la technologie est un très gros enjeu pour nous. Mais finalement, on est en quelques centres, donc on fait en ce moment notre projet pilote pour évaluer l'acceptabilité du programme auprès des patients et des cliniciens et aussi de la faisabilité de ce programme-là et son utilité. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, nous avons commencé en décembre 2020, donc c'est quand même récent et on va continuer pour la prochaine année jusqu'en décembre 2021. Une fois que les patients ont consenti au projet et ont complété leur questionnaire, ils sont ensuite interviewés 2 fois sur une période de 3 mois pour obtenir le feedback nécessaire. Nous avions prévu aussi de faire des consultations en clinique, mais évidemment, avec la COVID, ce n'est pas possible, mais c'est correct. On interviewe quand même les patients. Souvent, c'est des entrevues téléphoniques au Zoom. Nous n'avons pas encore commencé nos entretiens avec les cliniciens. Ça va être dans quelques mois. Mais je croyais quand même que ça valait la peine de partager avec vous certains des avantages perçus du point de vue des patients.
Donc, en général, l'expérience patient est très positive et c'est parce qu'ils trouvent que tout est centralisé et facile à trouver. Donc, surtout au CUSUM, disons, s'ils vont sur leur application, ben, ils ont les questionnaires, les ressources d'éducation sont disponibles sur le site Web parce qu'il y a certaines plateformes qui ne peuvent pas les avoir sur leur plateforme, mais l'application qu'on utilise au CUSUM est capable. Donc, dès qu'ils ont le dépistage, tout de suite, les ressources d'éducation sont signalées pour eux. Ils reçoivent une notification, un texto à même l'application pour dire, bon, vous avez rempli vos questionnaires, maintenant, vous avez déclaré un symptôme modéré. Donc, maintenant, allez à telle ressource d'autogestion pour vous aider à mieux gérer cette situation-là. Et c'est ce que le patient nous dit ici. Il dit tout est au bout de mes doigts à un clic. Et c'est pour ça que c'est particulièrement apprécié des patients. Les patients nous disent aussi qu'ils se sentent soutenus, même si c'est de façon virtuelle, et que le programme complète et augmente les soins reçus à la clinique, qui est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et je pense que ça résulte vraiment de notre consultation et du co-développement, de l'approche de co-développement qu'on a pris. Donc, ce patient que vous voyez ici nous dit, ben, même si j'ai une bonne équipe, je me sens quand même bien accompagnée avec le programme côte à côte. La pertinence des questionnaires. Les questionnaires ont été jugés comme étant pertinents et les patients, jusqu'à date, on est toujours en projet pilote, n'ont pas identifié l'ajout de symptômes supplémentaires en ce moment. Les patients ont généralement complété leur questionnaire à la maison. Donc, les questionnaires sont déclenchés environ quelques heures, 2 à 3 heures avant le rendez-vous avec le clinicien nominé. Encore là, c'est toujours très important quand on commence avec une clinique, on identifie toujours les cliniciens. Donc, certaines cliniques, c'est l'oncologue, d'autres cliniques, c'est les infirmières, une infirmière nominée. Donc, lorsqu'ils ont un rendez-vous avec ce clinicien-là, nous, on le sait dans le système, et ensuite, le questionnaire est déclenché 2 à 3 heures. Le patient, normalement, le remplit avant ou le remplit dans la salle d'attente et ensuite pour que les résultats soient disponibles lors de la consultation. On ne déclenche pas des questionnaires entre les rendez-vous pour des questions de sécurité. Donc, même le patient, ce qu'il nous dit ici, c'est que même si ça avait de l'air lourd, des fois, ça peut être lourd, ça peut avoir l'air lourd au début quand il commence, mais que ça a été quand même assez rapide, surtout le fait que c'est des choix multiples. On était très contents de savoir que le matériel éducatif et d'autogestion est vraiment la pièce de résistance du programme. Et c'est là aussi que Impact innove par-dessus d'autres programmes qui peuvent exister, vraiment par la réponse de soins de suivi par étape et basée sur l'autogestion. Les matériels d'éducation étaient considérés comme étant très utiles, basés sur les évidences, faciles. Ici, le patient nous dit c'est une ressource crédible. La dernière chose que tu dois faire à ce moment-là, c'est d'aller sur l'Internet puis essayer de trouver de l'information qui n'était peut-être pas crédible. Donc, en général, les patients, quand ils se trouvaient avec les ressources qu'on avait développées, n'allaient pas nécessairement aller chercher des ressources ailleurs. Ils trouvaient que même s'il y avait des ressources qui ne s'appliquaient pas à eux, donc on a vraiment des ressources pour chaque symptôme, c'était bien quand même d'avoir accès. Au début, on pensait, on va peut-être juste donner les ressources d'autogestion justement pour pas qu'il y ait trop d'informations, comme qui a été soulevé dans d'autres présentations aujourd'hui. Mais en général, ils trouvaient que avoir quand même, savoir qu'il était là. Fait qu'ils ne voyaient pas, mais ils voyaient le titre, mais ils n'accédaient pas. Mais savoir qu'il était là s'il y avait besoin, c'était rassurant. Puis l'autre chose qui était rassurante, c'est de savoir, ben, d'autres personnes ont certaines expériences similaires que moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de savoir, c'est une fois qu'on a fait le dépistage, est-ce que les résultats sont utilisés par la personne qui a été nominée pour réviser? Et jusqu'à date, la rétroaction reçue est mixte, mais c'est un peu aussi à cause de la façon. Quand on a commencé, il y avait certains problèmes techniques. Donc, maintenant, ça a été résolu. Mais lorsque les professionnels de la santé ont lu les résultats, la réponse, le patient le savait, il y avait une bonne discussion. Pour les symptômes sévères, on sait qu'il y a eu des références qui devaient être faites. On a des exemples de patients reportant des niveaux de dépression très inquiétants. Il y a eu des références qui ont été faites aux soins psychosociaux. Donc, mais là, on travaille de plus en plus pour s'assurer, c'est la clé, hein, que les résultats soient disponibles de façon très facile pour le clinicien nominé.
Donc, en général, les gens ne sont pas intéressés d'aller sur une autre plateforme, particulièrement s'ils ont le dossier électronique, pour que ça soit disponible à même le dossier électronique. Donc, on travaille là-dessus. Plusieurs améliorations nous ont été suggérées et nous travaillons sur ça, particulièrement pour que ce soit facile d'utiliser le rapport sommaire, du dépistage pour les patients, la simplification du processus d'inscription. Donc, on travaille avec les différentes plateformes pour leur dire qu'il faut que ce soit facile quand même pour le patient d'accéder à toutes les informations, la simplification des alertes et des messages envoyés, et nous continuons aussi à développer notre bibliothèque d'autogestion. Toutes les cliniques qui participent à Impact reçoivent le tableau de bord que vous voyez ici. Ici, j'ai un résumé de 11 patients uniques qui ont été évalués. Et vous pouvez voir encore que la majorité des symptômes est modéré ou léger. Donc, encore, c'est plus les soins de suivi vraiment axés sur l'autogestion et s'assurer qu'il y a un support à ce niveau-là pour empêcher que ça devienne des symptômes sévères. Et ça permet aux cliniciens de vraiment voir c'est lesquels patients qui ont besoin de davantage de suivi plus pointu et spécialisé. Donc, ce que je vous ai présenté sur les diapositives, c'était notre algorithme principal pour les patients. Nous avons plusieurs algorithmes que nous sommes en train de développer. J'ai parlé de celui des parents pour enfants ayant un cancer, pour les patients inuits, pour les patients en post-traitement. Mais ce que je voulais faire pour la deuxième partie de ma présentation, c'est vraiment vous présenter notre algorithme pour les proches aidants. Je pense qu'il fait un beau suivi à la présentation précédente et pourquoi que les proches aidants ont besoin peut-être aussi d'un dépistage de leurs symptômes. On le sait que les proches aidants sont essentiels pour apporter le soutien dont les patients ont besoin pour faire face aux défis et aux préoccupations liées au cancer et au traitement. Et l'implication des proches aidants a un effet positif sur comment le patient s'adapte à la maladie et même sur leurs propres symptômes. Et il y a eu plusieurs évaluations économiques et on sait que les soins et le support que les proches aidants prodiguent est estimé à plusieurs milliards de dollars. Si on payait le proche aidant pour le support qu'il donne, ça serait équivalent à plusieurs milliards de dollars. Mais malgré ça, les proches aidants ont souvent peu ou pas accès au soutien dont ils ont besoin. C'est sûr que depuis quelques années, je remarque vraiment une différence. On donne beaucoup plus d'attention à ce que les proches aidants vivent. Je crois que la pandémie a vraiment souligné leur rôle, mais aussi leur souffrance et à quel point que leurs rôles peuvent coûter cher pour leur santé. Dans les groupes de discussion précédents que j'ai mentionnés, les cliniciens nous l'ont dit, on n'avait pas demandé, c'était vraiment focusé sur les symptômes du patient, mais ils l'ont soulevé de façon spontanée qu'ils savent, ils sont au courant que les proches aidants ont leurs symptômes, souffrent eux autres aussi, mais souvent, il n'y a juste pas de ressources, pas de temps pour adresser les problématiques des proches aidants. Donc, et il faut créer des ressources. Donc, c'est avec cette perspective-là et des travaux antécédents de notre équipe, ça fait depuis 2008-2009 qu'on travaille sur développer des ressources et des services pour les proches aidants. On s'est dit que c'était une belle opportunité à l'intérieur du programme de EMPAC de regarder est-ce qu'on peut même penser à un genre de dépistage pour les proches aidants, peut-être utiliser l'ODD pour eux aussi. Donc, on a entamé une étude qualitative pour explorer l'acceptabilité de dépister les symptômes des proches aidants. Ça ressemblerait à quoi, quel genre de symptômes, le moment, la fréquence, comment qu'on partage les résultats. Je crois que c'est un petit peu plus complexe. Ça va à qui? Ça va au médecin de famille ou ça va à l'équipe soignante? Et quel type de soutien qu'on donne après? On le sait avec les évidences probantes avec les patients, que juste le dépistage, souvent, ça ne donne pas les résultats escomptés. Il faut vraiment qu'il y ait un soin de suivi. Donc, je voulais juste partager avec vous. On est encore en pourparlers, mais j'ai hâte de voir les questions et peut-être une discussion avec vous de certains thèmes clés qui ressortent en ce moment. Donc, les proches aidants sont très réceptifs à l'idée de répondre à des questionnaires sur leurs symptômes.
Comme nous dit ce proche aidant, si la personne n'est pas en bonne santé, il sera difficile d'être un proche aidant. Mais pour les proches aidants, le dépistage, c'est vraiment pour arriver à un moyen d'obtenir plus de soutien. Donc, les soins de suivi et l'accès à des ressources suite au dépistage est vraiment, vraiment critique et à penser quel genre de service qui serait disponible en bout de ligne pour les proches aidants. Quel genre de symptômes les proches aidants nous disent? Prime abord, c'est un dépistage pour des symptômes émotionnels. Et encore là, c'est la même chose qu'on a entendu dans d'autres présentations. Et on le sait avec nos travaux antécédents que les proches aidants souvent rapportent plus d'anxiété et de dépression même que les patients. Donc, prime abord, les symptômes émotionnels, ensuite les symptômes physiques. Les proches aidants interprétaient souvent les symptômes physiques comme une manifestation des symptômes émotionnels. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'emphase sur les symptômes émotionnels dans nos entretiens jusqu'à date avec 23 proches aidants. Ensuite, les difficultés pratiques liées à leur rôle et finalement les conséquences financières. Il y avait quelques différences en termes de type de symptômes à dépister selon si le proche aidant réside avec la personne ou non, si le couple avait des enfants et la gravité de la maladie. Mais en général, comme si la maladie était plus grave, en général, il y avait encore plus d'emphase sur les symptômes émotionnels. Mais les thèmes qu'on voit au point de vue du type de symptômes quand même se ressemblaient. Nous, on avait beaucoup de questions par rapport à la logistique du dépistage, donc le meilleur moment pour le faire. Les proches aidants nous disaient souvent en même temps que le patient, mais comprenaient que sûrement qu'au rendez-vous, ils ne discuteraient pas des résultats du dépistage du proche aidant. Donc, ça, c'est à considérer. Eux aussi, sensiblement comme les patients, 15 minutes à 30 minutes, mais plus proche du 15 minutes, il faut que ça soit rapide. La fréquence, on n'a pas de consensus en ce moment par rapport à la fréquence, mais ce qui semble plus important pour les proches aidants, c'est de pouvoir déclencher eux-mêmes le dépistage s'ils sentent que là, il y en a trop. Donc, c'est ce que cet homme nous dit, que au début, peut-être qu'il est capable de gérer l'anxiété avec des ressources d'éducation, mais s'il pouvait déclencher le questionnaire lorsqu'il semble que là, OK, moi, j'en peux plus, puis j'ai besoin de plus d'aide. La communication des symptômes. Encore là, c'est quelque chose qu'on essaie aussi. On va aussi présenter tous nos résultats à nos groupes de travail et à nos comités de direction pour avoir plus d'idées. Mais les proches aidants veulent un résumé de leurs résultats. Ils ne veulent pas que ça soit communiqué aux patients et ils ne veulent pas que ça soit communiqué à leur médecin de famille. La raison, c'est que souvent, on le sait, c'est les mêmes enjeux en après-cancer. Souvent, comme ce proche aidant-là nous dit, on est avec l'oncologue, vraiment, c'est avec lui qu'on travaille. Le cancer, c'est vraiment une spécialité. Mon généraliste ne comprendra pas c'est quoi que je vis en ce moment. Donc, la plupart des proches aidants voulaient que ça allait le résumé est à l'équipe d'oncologie, mais on sait que ça ne sera pas possible pour tous les centres. Donc, si ce n'est pas possible, c'est quoi les alternatives? La préférence est vraiment pour les soins de suivi pour les proches aidants sur encore l'autogestion quand c'est opportun et approprié. Donc, c'est sûr, en cas d'urgence ou en cas de symptômes sévères, c'est pas approprié. Les proches aidants l'ont reconnu eux-mêmes aussi. Donc, le proche aidant ici nous donne exactement ce qu'on pensait. C'est que, disons, vous faites un dépistage, l'application vous dit, bon, vous êtes à tel niveau d'anxiété, voici des fiches d'information pour débuter. Et l'intervention avec le proche aidant commence à ce moment-là. Et si ça intensifie, bien, on verra à partir de là. Donc, les prochaines étapes, c'est sûr, étendre notre projet pilote à d'autres centres, à nos autres centres partenaires. Ça fait longtemps qu'ils attendent pour Impact, mais encore là, c'est la technologie qui porte des enjeux. Continuer à interviewer les patients et les proches aidants afin d'obtenir leur point de vue sur le programme. On est toujours en mode développement, ajustement. Évaluer à plus large impact. On espère commencer en automne. On est en adaptation aussi pour certains cancers et traitements, dont l'immunothérapie, développer un module après-cancer et continuer nos collaborations avec différentes plateformes. Comme je vous dis, il y a plusieurs plateformes au Québec, donc on essaie de voir
si on utilise telle ou telle plateforme, comment que le contenu, donc nous, on est le contenu et on collabore avec plusieurs contenants, à savoir, bon, mais qu'est-ce que l'algorithme aurait de l'air, nos rapports, donc on a tous quand même des rapports standardisés, qu'est-ce que ça leur aurait de l'air, et avec d'autres centres. Donc, on a 7 centres qui sont avec Impact depuis le début, mais on cherche toujours à collaborer avec d'autres centres. Je veux remercier l'équipe de direction de Impact de chaque site qui ont commencé à travailler avec nous dès le début, qui ont participé d'arrache-pied au groupe de travail. Mais je pense qu'avec notre étude pilote, ça démontre vraiment que ça valait la peine. Donc, merci, merci, merci. Et si vous voulez nous contacter, on a notre site web. Merci. Merci, professeur Lambert, pour cette excellente présentation. On a déjà plusieurs questions qui sont apparues. Est-ce que vous les voyez ou non? Dans le fond, une des dernières questions de Manon Arbour, fort intéressant. Pourrait-il être intégrable au dossier unique informatisé du patient lorsqu'il sera déployé au Québec? C'est le but ultime, absolument, Manon, oui. Je comprends que la complétion virtuelle se fait dans les murs de l'établissement. Se fait-elle du domicile? Je suis pas certaine que je comprends en voulant dire si quand ils complètent le questionnaire, ils peuvent le faire de chez eux et ils peuvent recevoir leur rapport de chez eux également. OK. Donc, si la consultation est en télésanté, le clinicien va recevoir les résultats et le patient aussi reçoit le tout sur son application, même s'il est à la maison. On vous remercie aussi pour les formations continues disponibles en ligne et faciles. Pardon, ça c'est plus. Ça, c'est pas moi. Non, pas encore. Ça, c'est les commentaires que j'ai vus à date. Bravo pour la présentation. Bien, merci. Puis si jamais il y a des gens, des infirmières ou des gestionnaires qui nous écoutent en ce moment, que vous êtes intéressés, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. On voit que, donc, on va attendre encore un petit peu. Il y a d'autres merci qui apparaissent. Donc, je vois qu'il y a une question concernant la facilité pour l'usager qui a une faible littératie en informatique ou un moins bon réseau. Absolument, Amélie, il y a eu plusieurs tests de faisabilité qui ont été faits sur les différentes plateformes. Donc, les plateformes, ça dépend toujours du centre et de la plateforme qu'ils préfèrent. Mais en ce moment, dans notre projet pilote, pour notre contenu aussi, ça a été vraiment testé à prime abord avant d'aller sur les plateformes. Et en général, là, ça a été très facile à naviguer, à comprendre. Puis la façon aussi que nos feuillets d'information sont développés, donc c'est pas toute l'information qui est envoyée au patient non plus, donc il peut choisir la quantité d'informations qu'il, lui ou elle, décide de digérer. Donc, la littératie, ça a été quelque chose vraiment à prime abord qui a été pris en considération pour le contenu de Impact. Et la plateforme, mais ça dépend toujours là, de ce qui a été choisi par le centre. Mais ceux qu'on utilise en ce moment sont très, très faciles à utiliser. Comment que le suivi se fait dans le cas de symptômes sévères? Ça dépend encore toujours du centre. Donc, nous, on s'adapte à ce que le centre, leur protocole, s'ils ont déjà un protocole, et c'est ça qui est intégré quand même dans l'algorithme. Donc, en général, il y a une alerte clinique de la façon préférée du clinicien, que ce soit par courriel, à même le dossier électronique qui est lancé au clinicien. Donc, le clinicien le sait au moment du rendez-vous avec le patient qui a eu un symptôme sévère. Il y a une alerte clinique aussi qui est déclenchée, si approuvée par le centre, s'il y a 2 symptômes modérés. Donc, nous, ce qu'on fait à Impact, on a développé vraiment du contenu basé sur les meilleures évidentes probantes, mais c'est sûr qu'après ça, il y a du tailoring qui se fait, de l'adaptation qui se fait selon le centre.
Est-ce que le projet pilote inclut seulement les cancers du sein ou n'importe quel cancer? N'importe quel cancer. En ce moment, nous sommes en radiothérapie, cancer du sein et tête et cou. Et maintenant aussi, nous sommes en chimiothérapie aussi avec le cancer du sein, mais c'est n'importe quel cancer. Pour certains cancers, les cliniciens nous ont demandé des modules plus spécifiques, particulièrement tête et cou. Il y a un module supplémentaire tête et cou qui vient avec notre algorithme pour faire le dépistage plus pointu pour cette population-là. Mais en ce moment, c'est tous les cancers durant le traitement pour l'instant. Oui, je comprends, Maryse, votre commentaire. Nous aussi, après ma barre, ça a été un des commentaires qu'on a reçus. On verra avec le déroulement du pilote. La seule chose que je peux dire en ce moment, c'est qu'à St. Mary's, ça fait quand même plusieurs années qu'ils utilisent la tablette et ça se passe très, 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 très bien. C'est sûr que je dois dire qu'il y a un coordinateur de site qui fait partie de notre équipe. Donc, cette personne-là, avant la COVID, se promenait et s'assurait que les gens qui avaient une tablette étaient à l'aise, mais le support qu'elle portait, c'était quand même minime. Et en ce moment, au CUSUM, avec l'application Opal qu'on utilise, ça se passe bien. C'est très, très indépendant. On n'a même pas de coordinateur de site à cause de la COVID. Et avec un appel d'orientation, ça se passe très, 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 très bien. Donc, on verra au point de vue des personnes âgées. Je vois beaucoup de commentaires. C'est absolument ce qu'on regarde. On s'assure qu'on va avoir un ratio de personnes âgées aussi. Puis pour l'instant, par exemple, ça se passe bien, mais on est en début de pilote. Peut-être que dans 3-4 mois, la réponse sera différente. Mais on fait attention. Notre équipe a fait des études antécédentes avec des hommes avec un cancer de la prostate et leurs proches aidants sur des plateformes électroniques. Puis encore là, c'est tout dans la navigation. Donc, on a quand même une expérience de plusieurs années par rapport à la navigation, vraiment faire attention, comment on va d'une place à l'autre, qu'est-ce qu'on donne comme support à même la plateforme électronique. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'en général, les gens se sentent quand même assez confortables de naviguer. Jusqu'à date, je pense qu'on a 2 patients qui ont dit non merci depuis décembre. Donc, c'est que ça se passe quand même assez bien, mais il y a eu beaucoup d'efforts aussi dans le développement que nous, on n'a pas, c'est pas nous qui l'a fait, là, mais dans les différentes plateformes électroniques qui se développent au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui est fait pour que ce soit facilement navigable. Donc, on est très chanceux dans ce sens-là aussi. Là. On arrive dans des plateformes qui ont déjà été testées. Là. Oui, pour ceux qui n'ont pas d'outils informatiques, est-ce que vous prêtez les tablettes? Donc, oui, à partir de Impact, on a acheté des tablettes si c'était requis par la plateforme. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines plateformes qui sont utilisées, qu'eux vont donner la plateforme, mais ils ne donnent pas les tablettes. Nous, on les a achetées, oui. Je dois dire aussi que dans d'autres sous-projets que j'ai parlé très brièvement, dont notre projet en immunothérapie, il y a certains centres avec lesquels on va collaborer qui n'ont pas de dossier électronique encore. Donc ça va être intéressant aussi à discuter parce que les centres en ce moment avec qui on travaille, qui ont un dossier électronique, ne veulent pas aller sur une autre plateforme complètement différente, avoir un autre mot de passe autre que le dossier électronique qu'ils utilisent déjà. Mais s'il n'y a pas de dossier électronique qui existe, donc c'est quoi les options pour faire le dépistage électronique? Donc, c'est tout des pourparlers qu'on vient juste de commencer. Là. Donc, je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais c'est définitivement quelque chose qu'on considère parce que ce n'est pas tous les centres que demain matin vont avoir une plateforme électronique, bien évidemment. Là. Donc, on regarde vraiment pour être flexible, pour être disponible dans différents centres qui ont différentes capacités TI également. Ah, Annie, j'aimerais bien qu'on puisse se parler après cette présentation, à savoir votre expérience aussi pour les personnes plus âgées.
Donc, pour la douleur, nous utilisons le BPI après le dépistage avec l'échelle d'Edmonton. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y a tant de personnes qui ont déclenché cette échelle, donc je ne peux pas commenter pour ce symptôme-là en particulier. Ben, merci beaucoup, professeur Lambert, d'être venu nous présenter votre beau projet. Vraiment, on voit la plus-value pour nos patients en oncologie. Alors, merci beaucoup pour votre implication. Merci à tous. Bon après-midi. Merci d'être là à 4h45, j'apprécie.